Bonne journée dominicale chez vous, madame, messieurs. Vous êtes très nombreux branchés devant vos postes téléviseurs à ce rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous par lequel nous passons en revue toutes les actualités de la semaine avec un invité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Claude Ngoma, avec qui nous allons échanger sur les différentes actualités. Il va faire des analyses sur certaines questions qui ont marqué la semaine du 7 au 13 février 2022. Claude Ngoma, bonjour. Bonjour mon frère Marcelo. Bienvenue sur notre plateau. Vraiment, merci de votre invitation sur ce plateau. Venir commenter, analyser l'actualité de la semaine. Donc aussi faire voir à l'opinion qu'aujourd'hui le Congo démocratique se trouve dans quel état. Est-ce qu'il y a des avancées depuis 3 ans de la prise de pouvoir de M. Tshilombo où on a régressé. Et donc, par les actualités de la semaine passée, et donc je vais pouvoir éclairer l'opinion par rapport à ça. Merci. Nous nous lançons directement avec la toute première information. Il s'agit de la primature où les questions relatives à l'amélioration des conditions de vie des étudiants de la République démocratique du Congo ont déjà été placées sur la table chez le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui avait reçu en échange les étudiants des différentes institutions de la République démocratique du Congo sous leur corporation des représentants des étudiants. Précision avec Tania Moubouadi, et puis nous allons revenir pour quelques analyses avec Claude Ngoma. Dans son cabinet de travail, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge s'est entretenu avec une délégation des étudiants du Congo. Au menu des échanges, plusieurs questions relatives à l'amélioration de leurs conditions de vie estudiantine. Très satisfait de cette rencontre, Sylvain Katumbe, président national des étudiants congolais, a fait savoir devant la presse que le chef du gouvernement a promis de s'impliquer personnellement pour que les solutions adaptées soient trouvées à leurs préoccupations. La délégation a clairement présenté au chef du gouvernement leur volonté d'être impliqués dans la gestion du bus Transacademia, récemment mis à leur disposition par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous, les étudiants, tout ce que nous attendons du gouvernement congolais, c'est la reprise effective des activités académiques dans nos universités respectives. En dehors de ça, nous avons demandé également au Premier ministre qu'il puisse s'impliquer personnellement, lui qui est le chef du gouvernement, à ce que les étudiants puissent bénéficier des jobs pour étudiants. Nous avons fait allusion à la gestion du bis Transacademia. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État a donné les bis aux étudiants. Nous aimerions que les étudiants puissent être les gestionnaires, qu'ils puissent entrer également dans la gestion de ces bis pour que ces derniers soient bien sécurisés et bien encadrés. Par ailleurs, le représentant de la communauté estudiantine s'est enfin apaisanti sur la question des bourses d'études qui n'arrivent plus depuis de lustres. Il convient de noter que cette délégation des étudiants s'est dite satisfaite du climat d'entente dans lequel ces échanges ont eu lieu dans le cabinet du travail du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde samedi dernier. Eh bien voilà, nous venons de suivre ce reportage avec le commentaire de Tania Moubouadi. Claude Ngoma, voilà, le Premier ministre s'ouvre aux étudiants avec le dialogue permanent pour répondre tant soit peu à leurs desiderata pour l'amélioration des conditions de travail. Avez-vous un commentaire à faire là-dessus? Très bien, mon frère Marcelo. Ici, je comprends que M. Samaloukonde amène une politique ou met en place une politique pour séduire la communauté estudiantine. Pourquoi je dis ainsi? Aujourd'hui, M. Samaloukonde a l'obligation et la lourde responsabilité de pouvoir mettre tout en œuvre pour qu'il y ait d'abord rentrée académique effective. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore fait dans ce sens. Et que M. Samaloukonde, il a des dossiers, des nominations faits par le ministre de l'USU, Moïndo Nzangi, qui traînent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il avait suspendu, voilà, oui. Il avait suspendu toutes ces nominations et que voilà jusqu'aujourd'hui, de ces côtés-là, il y a encore silence radio. Voyez-vous? Et quand je prends le volet
Trans-Academia, je dis oui, mais c'est une mesure mal réfléchie. En lieu et place de mettre en place de bis, mais comprenez, de bis pour de grandes villes de Kinshasa. Mais dans les grands Congo profonds, il n'y a même pas de route. Alors, en lieu et place de donner des bis, de disponibiliser des bus Trans-Academia, définissez une politique comment nous appelons ça, voilà, les termes échappent encore. Sur le plan des infrastructures. Non. C'est-à-dire le moyen pour donner aux étudiants un peu quelque chose à la fin de chaque mois, bourse d'études. Mais voilà. Justement, s'ils optent pour la procédure des bourses, le problème persiste toujours. Les étudiants n'ont pas facilité à trouver un transport, ce qui cause encore les mauvaises conditions d'apprentissage. Oui, mais j'ai dit, pour ceux de Kinshasa, le bis tient encore route. Ou pour ceux de grandes villes, ça tient encore la route. Vous voyez? Mais pour ceux qui sont dans le Grand Congo profond, pour ceux qui sont en Bandaka, pour ceux qui sont à Haut-Ouélé, comment le bis, il n'y a même pas de route. Ça, je dois vous le dire. Voyez-vous? Et donc, là, maintenant, moi, je vais dire, ça sera comment une politique à 2 poids 2 mesures. Vous satisfait ceux de grandes villes, mais vous laissez ceux du Grand Congo profond. Mais alors qu'une bonne politique de bourse, d'études, cela va être bénéficiaire pour tous les étudiants. Voyez-vous? C'est pour tous les étudiants. Mais quand vous mettez les bis, j'ai dit, bon, c'est bien bon pour de grandes villes. Mais moi, Claude Ngoma, je soutiens à ce que le gouvernement mette en place une bonne politique de bourse d'études. Et au-delà de ça, je prends les hommes des étudiants, celui du campus qui ont été réfectionnés, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces hommes-là ne sont pas encore équipés. Quels sont les mécanismes mis en place pour que ces étudiants regagnent leur lieu d'habitation? Donc tout ça sont du travail, des dossiers qui traînent encore. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le problème de la Covid-19. On doute encore parce que, vous savez, les conditions dans lesquelles les étudiants sont logés, 4 par chambre, 5, voire même 6 par chambre. Peut-être c'est une crainte de résurgence de la Covid-19 dans le milieu estudiantin. Non, moi je ne vois pas ça dans ce sens parce que s'il faut évoquer la question de la Covid, je vais du coup dire, regarde dans des auditoires, ils sont au nombre de combien? Les auditoires, mais c'est débordant. Vous voyez? Et donc, le grand problème qui est là, c'est que M. Sama, du côté des étudiants, il a des responsabilités et des tâches qui nécessitent absolument qu'il y ait urgence. Vous voyez? Qu'il y ait urgence. Je réponds encore que oui, il a reçu les étudiants. C'est bien bon d'ouvrir un dialogue permanent avec la communauté estudiantine, oui. Mais à côté de ça, il ne faudrait pas les amadouer, il ne faut pas les séduire. Il faut passer à l'acte. Voyez-vous? Donc moi, ici, j'ai dit que cette politique se situe au niveau de l'intention. Mais il faut le matérialiser. Merci. Ben voilà, il faut le matérialiser. C'est le souhait de tout Congolais. Dans l'actualité du lundi, il y a eu également cette information. Nous avions dépêché nos équipes sur terrain. Prenons cette information sociale. Une année s'est déjà écoulée depuis que la chaussée de Kimwenza est dans un état de délabrement très avancé. Les habitants qui y vivent éprouvent d'énormes difficultés pour vaquer aisément à leurs occupations quotidiennes. Les travaux de réhabilitation de la route Kimwenza tarde à finir. Nous avions dépêché une équipe sur place. Il s'agit bel et bien des Chansard et Yamba qui vous proposent ce reportage. Dans la commune de Kalamou, plus précisément ceux du quartier Yolocide sont dans les plaies et grincement des dents. Motif la chaussée de Kimwenza, plus précisément à son arrêt de bus vers la salle de fête Maître Taureau, continue de se détériorer au jour le jour avec l'arrêt des travaux de sa réhabilitation depuis le mois de septembre de l'année dernière. Les usagers de cette route éprouvent d'énormes difficultés pour circuler aisément, surtout pendant cette saison pluvieuse. Car à la moindre pluie qui tombe, la route est complètement inondée. Employés, vendeuses, élèves, piétons, véhicules,
Tous déplorent l'état médiocre de cet artère qui ne leur permet pas d'évacuer à leurs occupations quotidiennes. Depuis bâtiment la biso ba mabulu awa donc musale sale maraté to tira la kaka boy donc iso mbule betia wa donc moya ko tambole zate koto omoni na ngambu kuneza la Brazzaville koto eza RDC mai na katikati o ifuka intervention ya pusu ou bien bata mu Congo ba mema bino bakatsa bino na ngambu niveau ba abandonner Kapela ezopesa na mawa na pasi au juste tozoe baté banani ngo ba kosunga ba congolais ba taxe na biso presque ba taxe tout au futara mais niveau bango ba abandonner Kapela ezopesa na mawa siko président de la république a repé sa confiance c'est pas il y a nani oyo akodi kocha basala musala malamu soko tali banzela presque partout ezaya kobeba surtout na victoire nzela ezaya kobeba ba abandonner nzela siko finalement na mboka ngo. Il crie à l'aide aux autorités compétentes pour la rénovation de cette route avant que la situation s'empire. Tosengi mokonzi aya kobongisela biso nzela na biso soki alingi tazongisaka mabanga ndenge ezalaki tobuna nango ka bongo nete ezalaki. En dépit de ces conditions extrêmement difficiles, les chauffeurs taxis comme motards continuent de s'acquitter de leurs taxes, font malheureusement aucun changement. L'opération Kinshasa Zero Trou lancée par le Premier ministre Sama Lukonde est encore invisible dans cette partie du pays. Voilà, beaucoup de projets ont été initiés, non seulement dans la ville-province de Kinshasa, mais voilà, un cadre de figure, la route Kimwenza, la chaussée Kimwenza, pour ne pas confondre avec Kimwenza derrière l'université de Kinshasa. Là, nous sommes dans la commune de Kalamou. Les travaux avaient bel et bien commencé et sont suspendus. Qu'en dites-vous ? Bon, je ne voudrais pas ici m'appesantir seulement sur ce qui est sur la route chaussée Kimwenza, mais je vais parler de la ville-province de Kinshasa en général. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mon frère Marcelo, il y a manque ou absence de l'autorité de l'État sur toute la ville, sur la ville de Kinshasa. L'État n'existe pas dans la ville de Kinshasa. L'autorité de l'État n'existe pas dans la ville de Kinshasa. Vous sentez l'autorité de l'État quand il faut percevoir des taxes. C'est là où l'État est surgi. Vous voyez? Et que je me demande, ces projets Kinshasa Zero Trou, est-ce qu'ils ont le temps d'évaluer ça? Parce que aujourd'hui, mon cher ami, ça fait 6 mois jour pour jour depuis que ce projet a été lancé. 6 mois. Rien n'a été fait. Sur le terrain. Dire rien, c'est peut-être trop dur parce que nous avons vu certains côtés, ça rayonne quand même, non loin de chez nous ici, sur Diplomate, vous voyez. Non, mon cher ami, je vais vous dire, la ville de Kinshasa, pour les gérer, il faut définir un système de gestion. Voyez-vous, il ne faut pas tâtonner. Parce que je vais vous dire, ici vous avez évoqué juste à côté de Diplomate, et ils sont allés encore, finir la route Terre Jaune. Mais est-ce que la route Terre Jaune est-elle urgente par rapport à celle de la chaussée Kimwenza ou celui du côté de Mamayemo? Pratiquement toute la ville de Kinshasa, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Mais tous ces chauffeurs, taximens, payent régulièrement leurs taxes. Et moi ici, je n'appelle à M. Alinguete d'aller un peu enquêter du côté de l'hôtel de ville. La gestion d'Ngobila pose problème. La gestion d'Ingobila pose problème. Donc, la ville n'est pas gouvernée. La ville n'est pas gouvernée dans tous les sens. D'une part, vous avez des routes qui sont dans un état de délabrement sans précédent. Et d'autre côté, vous avez la saleté qui pullule partout. Allez même là où lui-même, il travaille dans son bureau. Regarde les abords. Il a réceptionné d'autres matériels très récemment pour justement répondre à évacuer tous les immondices pour rendre la ville propre. Mon cher ami, ce n'est pas dire la ville propre quand vous balayez. Ça, je vous dis, c'est le maquillage cosmétique. Le grand problème ici, il ne faudrait pas donner l'impression que voilà, je suis en train de travailler.
Laissez l'opinion vous juger. Posez des actes. Parce que vous êtes arrivé là, vous avez cette lourde responsabilité, justement pour servir la population. Mais quand vous êtes dépassé, mais moi à la place de M. Ngobila, si je trouve que le gouvernement central ne me vient pas en aide en termes de finances, eh bien qu'est-ce que je dois faire? Je dois démissionner. C'est aussi l'élégance dans la gestion. Voilà, je suis gouverneur. Voilà ce que moi je perçois, mais ça ne me permet pas, voilà, d'arranger les routes, d'entretenir des routes. Et je démissionne. Quand ils sont allés, M. Ngobila et M. Samalou Kondé, et ce jour-là, je me rappelle, faisait extrêmement chaud. Embouteillage partout. Non, il y a le Premier ministre et M. le gouverneur qui sont allés lancer les travaux de Kinsanto. 6 mois jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est encore fait. Prenez la route Victoire. Prenez cette route. Je vous dis, mais vous ne savez même pas rouler. Vous ne savez même pas rouler. Et allez à Pascal. Prenez la route Victoire, qui longe vers le marché, le marché Banzoï, en allant vers Siwambanza. Mais vous n'avez pas de route, mon cher ami. Vous n'avez pas de route. Chez moi, qui s'en n'en parlons même pas, ma tête n'en parlons même pas. Oui, et donc c'est une situation générale qui touche la ville-province de Kinshasa. De ce côté, je vous dis, Ngobila a échoué lamentablement. Merci. Il a échoué, c'est son point de vue. Il s'agit bel et bien de Claude Ngoma des Nouvel Élan. Autre information, c'est en rapport avec la CAN, la 33e édition de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo était absente, mais elle a été représentée par 3 de ses fils. Il s'agit bel et bien des arbitres. Voilà, votre rédaction s'était penchée sur la question. Je vous propose de suivre d'abord ce reportage et nous allons commenter avec Claude Ngoma. Rigoureux, autoritaire, juste. Belle analyse des jeux, une vraie église au milieu du village et égale à eux-mêmes sur les caractéristiques des arbitres congolais qui ont représenté toute une nation à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui a fermé ses portes ce dimanche 6 février 2022. Tout d'abord, pour leur premier match dans cette CAN, les deux Congolais ont dirigé la rencontre entre le Sénégal et le Zimbabwe, ensuite les Cap-Vert et le Cameroun, avant d'officier les chocs entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Très bon dans leur jugement. Durant toutes ces rencontres, les deux Congolais ont été alignés dans la liste des arbitres qui ont dirigé le match de la finale entre l'Égypte et le Sénégal. Jean-Jacques Ndala Gambou comme arbitre de table et Olivier Safari comme arbitre assistant, remplaçant dans une finale officiée par les célébrissimes arbitres sud-africains Victor Miguel Gomez. Une montée en puissance pour Jean-Jacques Ndala, qui est resté constant sur le continent après sa première CAN en Égypte où il avait officié du match de la phase de groupe. Ndala a dirigé aussi plusieurs rencontres des coupes interclubs de la CAF et des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 ou encore du Mondial 2022. Le point d'orgue a été la dernière super coupe de la CAF entre les nationales Al-Arli et les Raja de Casablanca. Ces deux arbitres congolais sont donc bien partis des arbitres africains qui officieront lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, Claude Ngoma, vous avez suivi le reportage réalisé par votre rédaction. Pourrions-nous dire aujourd'hui que la cellule de changement de mentalité créée à la présidence de la République commence à porter des effets dans le comportement des Congolais, parce que ça fait très longtemps que les arbitres congolais n'officiaient plus les matchs sur la scène internationale. Et voilà, un grand retour. Pourrions-nous dire que ce sont des effets de cette campagne? Bon, moi je ne vois pas ça dans ce volet, mais plutôt je vois le comportement personnel de chaque Congolais. Donc il y a de ces Congolais qui ont réalisé conscience, qui ont pris conscience que voilà, désormais, quand je suis quelque part où le portion de pouvoir qui m'est donné, je dois l'exercer avec conscience, éthique et surtout morale. Vous voyez? Et donc, les cas de nos confrères, de nos compatriotes, les
les 3 arbitres qui ont allé représenter la RDC au Cannes, au Cameroun. C'est une fierté pour nous, le Congo. Pourquoi? Parce que chaque Congolais est capable de tout. Nous sommes des Congolais et en chaque Congolais, il y a un talent de génie. Et donc, malheureusement, il manque un système pour pouvoir booster à chacun des Congolais ce qui est refermé en lui. Vous voyez? Et qu'aujourd'hui, quand je vois cette montée spectaculaire de nos 3 arbitres qui nous représentent très souvent dans des compétitions internationales, et donc c'est une fierté pour nous. Mais là maintenant, je vais demander qu'il faudrait qu'il y ait aussi accompagnement du côté de notre fédération de football. Que quand il s'agit des séminaires de formation, que voilà, qu'ils saisissent cette opportunité pour pouvoir aligner aussi le nôtre, aller donc voilà, suivre des formations, parce que vous conviendrez avec moi que ce métier d'arbitrage, c'est un métier dynamique où à chaque fois, vous devez subir de mises à jour et autres. Donc, la formation est vraiment permanente. Alors, ici, je demande à la Fédération congolaise de football, en tout cas, de mettre tout en œuvre quand il s'agit de formation ou de mise à niveau au niveau international, de penser à aligner aussi comment donc le nôtre, surtout ceux-là qui excellent encore dans ces domaines d'arbitrage. Et ça sera bon pour le Congo. Mais justement, l'État congolais peut aussi intervenir. C'est comme ça que j'ai fait allusion à la cellule de changement de mentalité. Bon, moi je ne vois pas du coup cette cellule de changement de mentalité. Pourquoi? Parce que cette cellule-là pouvait encore produire des effets aux décideurs. Mais regarde le détournement qu'il y a. Nous voyons déjà même sur les routes, il y a des agents déployés sur la route pour désengorger les embouteillages et ça porte des fruits. Non, les embouteillages sont de conséquences logiques de trous qui pilulent dans chaque trajectoire de nos routes. Vous voyez? Parce que la ville de Kinshasa, je vais vous dire, s'il y a des routes en bon état, il n'y aura pas des embouteillages. Vous n'allez pas remettre en cause le mauvais comportement des chauffeurs? Non, le mauvais comportement des chauffeurs est dit juste parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'il n'y a pas de route, de très bonnes routes. Je vous donne l'exemple. Nous étions tous ici. Quand les routes étaient bonnes, est-ce qu'il y avait tout ce genre d'embouteillage? Non, on n'en a pas vécu. On n'en a pas oublié aussi le boom démographique que connaît la ville de Kinshasa. Le boom démographique, j'ai dit oui, je suis d'accord. Mais comprenez, ici, pourquoi moi je ne pardonne ou je ne dédouane pas le gouvernement? Le gouvernement est obligé de mettre en place une très bonne politique pour le déplacement de ses concitoyens. Ça nécessite une politique. Vous voyez? Et donc, qui dit déplacement? Aujourd'hui, nous n'avons pas les trains. Or, le moyen par excellence pour déplacer le peuple, c'est les trains. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le Congo, les Quinois, il n'y a pas le train. Nous n'avons pas les trains. Là où il y avait le voie ferrée, voilà, c'est vendu, c'est devenu même des terrasses et autres. Voyez-vous? Et donc, nous ne sommes restés qu'avec 2 moyens de transport et de déplacement. Vous avez les avions d'une part et d'autre part les taxis, donc voilà, les voitures. C'est comme ça que vous voyez que la ville est dans un état où, à chaque petit matin, vous avez des embouteillages, vous avez des nœuds des embouteillages. Vous voyez? Et aussi, le gouvernement de Warriors n'a pas eu le temps de nous construire des routes. Kinshasa ne devait pas avoir ou ne doit pas avoir des embouteillages parce que nous avons, quand même saluer certains efforts. Non, il y a les efforts qui sont fournis dans certains coins pour désengorger les routes. Entre autres, la construction de la route Kikwit, qui va quitter de la foire internationale de Kinshasa jusqu'à Mariano. Nous avons vu à Sosa, nous voyons Makanza, Ngirigiri. Mon cher ami, la route qui quitte, ça fait à peine 2,5 km. Mais aujourd'hui, cette route est complètement abandonnée. Le chantier est déjà fermé il y a 1 année et 7 mois passés. Je suis passé par là la semaine passée, j'ai vu les travaux. Ils sont déjà presque au niveau de la route université. De la route université. Mais moi, je vais vous dire, prenez la 2e porte, Fikine, vous longez l'avenue. Vous voyez même qu'il y a des herbes qui commencent à pousser dans le chantier. Je vous dis, je ne suis pas là seulement pour vilipender cette gestion, non. Mais quand il y a des avancées, on sait féliciter. Mais quand il n'y a pas des avancées, nous devons dénoncer. C'est le rôle de l'opposition.
Oui, nous devons dénoncer. Et donc cette route-là, mon cher ami, si nous étions avec un gouvernement sérieux, cette route-là devait déjà finir. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait des ans depuis qu'on a lancé ces Mais pour chantiers. revenir à la cellule de changement de mentalité, malgré il y a des embouteillages, nous avons aussi les bonnes routes comme sur le boulevard du 30 juin, mais on remarque des bouchons terribles, mais quand ces jeunes qui se sont mobilisés pour ça, ils s'ingèrent, on voit quand même les routes sont dégagées. C'est quand même à saluer, n'est-ce pas? Il y a ceci, quand il y a l'absence de l'autorité de l'État, c'est la barbarie qui règne. Voyez-vous, l'État aujourd'hui, donc la ville de Kinshasa, elle n'est pas gérée. C'est comme ça que vous voyez. Or, le gouvernement ou l'État a l'obligation d'organiser la société. Je vais vous dire, partout où nous voyageons, vous ne verrez jamais un policier routier de pouvoir échanger avec un chauffeur. Non, il n'y a que deux gestes. Il vous salue, il vous rappelle le motif de votre interpellation et il vous dit de plaquer, de mettre à côté vous. Mais c'est justement les conséquences des choses. La réaction tardive du porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mema, fixant l'opinion sur le Écoutez, ici chez nous, il y a crise de confiance. Celui qui est aujourd'hui, ou ceux-là qui s'occupent de la police routière, ils ne sont pas suffisamment informés par rapport à ça. Formés plutôt par rapport à ça. Ce sont des policiers normaux qu'on a convertis maintenant aux policiers routiers. Voyez-vous. Mais ces secteurs-là plutôt, c'est un secteur qui nécessite une formation adaptée. Vous voyez, quand vous voyez un roulage arracher la plaque d'immatriculation, vous pouvez comprendre ça. C'est la conséquence, mais on ne connaît pas la cause. J'arrive. Tous ces policiers routiers sont équipés de quoi? Rien. Ils n'ont même pas un petit papier pour noter. Ils n'ont même pas... Donc, ils travaillent à vide. Mais ailleurs, l'État a mieux organisé la société. Et même s'ils prenaient le numéro de plaque d'immatriculation, notre système n'est pas électronique. Mais justement, c'est là où je dis que la ville n'est pas gérée. C'est le rôle ou la responsabilité de l'État de nous organiser la ville. Quand vous avez des caméras de surveillance qui pilulent là partout. C'était installé à l'époque de Joseph Kabila. Non, ça, ce n'était pas dans le sens de réguler la circulation. Ah bon? Ce n'était pas comme ça. Voyez-vous, bon? Ce n'était pas dans ce sens-là. C'était dans un sens sécuritaire pour... Comment donc... restreindre la liberté. Restreindre la liberté de ceux-là qui dérangeaient le pouvoir de M. Kabila. Vous voyez? Alors que ici chez nous, moi je vais même vous dire, prenez les robots qu'on a fabriqués Made in RDC. Moi j'ai dit ça c'est une bonne initiative. Mais que ces robots-là soient dotés de caméras à un fond rouge. Il y en a. Il n'y en a pas. Il y en a. Et si ces caméras-là existent, dites-moi, comment ils exploitent les données? Où sont la salle des machines? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc vous avez fait un prototype normal qui est là à soutenir, mais vous n'avez pas outillé, vous ne l'outillez pas. Ça travaille à vide. Vous devez les doter d'une caméra à un fond rouge et que ces caméras doivent être prises en charge par une salle de machines où vous avez engagé des gens. Voilà le travail que l'État peut donner aux Congolais. Et ça peut facilement assouplir la tâche de roulage. On n'a plus besoin d'un roulage d'aller arracher la plaque d'immatriculation. Non. Oui, une caméra à un fond rouge, voilà, ça prend tout et la salle de machines prélève tout à temps réel. Voilà. Une autre actualité concoctée par votre rédaction, c'était aussi un constat fait au niveau du marché. Nous allons faire juste un commentaire, on n'a pas disponibilisé le reportage. Au marché de DGC, on a vu une scène presque similaire à Matadi Kibala qui pointe à l'horizon. Le marché DGC est aussi sous les câbles de haute tension. Qu'est-ce que l'État peut faire en ce moment? Parce que ces câbles traversent non seulement le marché, mais ça survole les dessus des maisons d'habitation. Ne trouvez-vous pas que c'est un danger permanent? C'est vraiment un danger permanent, mais ici, une fois encore, je responsabilise l'État. Je responsabilise l'État. L'État a le rôle primordial d'organiser. Qui veut dire organiser? C'est gérer de manière anticipée. Voyez-vous, je prends l'exemple. D'abord, les lignes à haute tension. On nous dit, voilà, il y a eu foudre, des choses comme ça, qui a occasionné
la coupure, de la câble. Vous voyez? Or, les structures, donc les grandes structures, sont toujours protégées par des parafoudres. Ce sont des dispositifs qui permettent plutôt une fois il y a foudre, Oui. il prend les énergies et il les canalise. Voilà. Vous voyez? Mais ici, moi, je dis, regarde maintenant l'absence de l'État. Les mamans sont là en train de vendre. Qu'est-ce qu'a fait l'État? L'État doit déjà veiller. À la première dame qui vient déjà étaler ses histoires, il y aura déjà le chef de quartier qui viendrait déjà interpeller la maman. Que ici, attention, il n'est pas à vendre. Vous ne pouvez pas construire. Déjà, les chefs de... Mais quand vous avez clochardisé les chefs de rue et les chefs de quartier, c'est lui la sentinelle. Chez nous ici, voilà, le pouvoir commence par un bourgmestre. Oui. Et c'est déjà l'absence, c'est l'irresponsabilité de l'État. Claude Ngoma, c'est vrai que l'État a une grande responsabilité dans ça, mais aussi, vous ne sentez pas que c'est d'abord l'homme congolais qui pose problème. Comment vous pouvez voir sous câble haute tension, vous venez acheter une parcelle, vous construisez une maison à matériaux durables également, vous vendez en dessous des câbles, malgré ce qui s'est passé à Matadi Kibala, mais ça, il continue à vendre quand même. Sans l'État, l'homme sera dans un état d'animal. Sans l'État, l'homme sera dans un état d'animal. L'homme est capable de faire tout pour son profit à lui. Et l'État a le rôle de venir recadrer. C'est ça le rôle de l'État. Et quand je dis l'absence de l'État, de l'autorité de l'État, dans la ville-province de Kinshasa, je vous dis que c'est inadmissible, mon frère. Voyez comment la ville est gérée. Aujourd'hui, hier, nous avons pleuré le drame de Matadi Kibala. Vous venez d'en citer encore un autre. Mais moi, je vais vous dire, nous sommes ici sur votre plateau à Kitambo Diplomate. Regarde sur rond-point Sosimat. Il y a une station-service à côté, sous le ligne à haute tension. Et surtout que c'est un fournisseur de carburant. Voilà. Je vous dis déjà que s'il y a incendie aujourd'hui, et nous allons encore pleurer. Vous voyez, prenez la prolifération des stations-service. Ici, j'en appelle à M. Didier Bidou. C'est votre secteur. On ne peut pas comprendre. À moins de 500 mètres, nous avons 3-4 stations-service. Non. S'il y a incendie, les études ont déjà démontré que vous ne pouvez jamais ériger 2 stations de service à moins d'1 kilomètre. Pourquoi? Parce que s'il y a incendie, eh ben, ça va une chaîne de flammes. Voilà. Donc c'est là où ici j'en appelle encore, surtout à M. Didier Bidimbu, de revoir encore son secteur. Merci. Il faut revoir le secteur, mais aussi le Congolais doit prendre conscience de tous ces mouvements, ces actes et tout ce qu'il fait. Voilà. L'information, c'était aussi le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu qui envisage mettre fin aux salaires et primes que perçoivent les membres du gouvernement provincial civil en congé depuis la mise en place de l'état de siège pour ces probables victimes contactées. La décision n'est pas encore officielle. Nathan Kianza nous en parle. C'est suite à l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que les autorités civiles de la province ont cessé d'exercer officiellement leurs fonctions au profit des autorités militaires. Constant Ndima, c'est lui le gouverneur militaire en fonction qui aurait pris la décision de mettre fin à la paye que perçoit le membre du gouvernement de la province du Nord Kivu en congé et ceux de l'Assemblée provinciale. Interrogé par la rédaction de Samuel 13 Télévision, le gouverneur civil Carline Zazou parle d'une information qui ne circule que sur les réseaux sociaux et s'abstient de tout commentaire. Non, je ne peux pas maintenant avoir une réaction parce que moi, je n'ai pas encore vu la décision. Donc, comprenez que je ne peux pas réagir sur base des choses qui passent dans les réseaux sociaux. Au regard de mes fonctions que j'ai occupées dans cette province, que je ne peux pas m'hasarder de faire des déclarations sur base des rumeurs. L'honorable Séning a pour sa part dit n'avoir aucune information en rapport avec la prétendue décision du gouverneur militaire Constant Ndima. Jusque-là, je ne suis pas encore informé. Je ne suis pas encore informé. Je peux réagir à des choses que je ne suis pas informé. Rappelons par ailleurs que selon l'ordonnance portant instauration de l'état de siège, les autorités civiles ont droit à leurs avantages sociaux. La suspension de leur solde serait une violation pure et simple de la dite ordonnance présidentielle.
Voilà, les gouverneurs militaires pensent que payer doublement les agents, ça sera trop coûteux pour la gestion de la province, qu'il n'aura pas assez d'évolution des travaux, parce que la province a aussi besoin de se développer, malgré l'état des sièges. Oui, mais l'information, à mon avis, elle n'est pas encore officielle. Mais si je dois analyser sur base de soupçons, je vais me réserver un peu. Et que déjà, du coup, je veux dire que lui, le gouverneur, n'a pas mandat de supprimer ou de poser un acte allant dans le sens de la suppression de tout ce qui est avantage social de l'administration civile. Non. Pourquoi? Parce que l'ordonnance de M. Tshilombo est claire. Que voilà, l'administration militaire prend les affaires, l'administration civile se retire momentanément, mais avec tout ce qui va, finances et autres, les avantages, tout et tout. Parce que ce n'est pas de leur propre volonté. C'est la volonté du chef de l'État qu'il a estimé que voilà, quand nous avons décrété état de siège, du coup, il faut qu'il y ait l'administration militaire. Donc, dans les cas sous examen, je pense qu'il n'appartient pas à monsieur le gouverneur Constant Ndima de prendre une telle décision. Bon, comme c'est encore de rumeurs, c'est pas encore vraiment formel. Donc, voilà un peu ma position. Attendons voir la suite. Autre information, il s'agit bel et bien celle de l'élu de l'Uturi, Gratien de Saint-Nicolas Irachan, qui venait d'adresser une question écrite au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour s'expliquer sur les propos de Paul Kagame au sujet de l'insécurité qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo de plus de 25 ans et qui prend déjà des allures d'un business au détriment du Rwanda. Situation que suscite des inquiétudes du président des pays des Mille Collines. Reportage avec Nonon Kourou. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde doit s'expliquer avant qu'on ne voie un jour les troupes rwandaises débarquer en République démocratique du Congo, s'inquiète l'élite de l'Ituri, Gratien de Saint-Nicolas Iratian, qui veut voir clair à travers une question écrite adressée au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Nous voulons que le Premier ministre vienne nous dire, qu'il nous dise d'abord par écrit qu'est-ce qui a été fait après ces résolutions et recommandations, et après nous allons voir comment continuer avec la procédure. La question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe aussi le président rwandais Paul Kagame. Le président Paul Kagame affirme que lui-même ne comprend plus rien 25 ans après. Il n'y a rien qui change. Et lui, il a l'impression qu'il y a maintenant un business qui s'est fait autour de la guerre à l'Est et ça constitue un danger pour lui en tant qu'un pays autonome, Rwanda, un pays voisin. Vous savez que la situation du Rwanda, c'est une situation sérieuse parce que ce n'est pas un pays comme la RDC. S'il y a des groupes armés qui sont à côté du Rwanda, en un jour, ils peuvent atteindre la capitale. Les dernières recommandations de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale n'ont pas été prises en compte par le gouvernement, souligne le député Gratien de Saint-Nicolas qui remet en cause l'instauration de l'état de siège. Nous avons pensé avec l'état de siège, on allait donner des solutions rapidement, mais il y a des questions qui traînent. Donc c'est important aujourd'hui que la primature nous donne des éclaircissements par rapport à ça pour qu'on puisse avoir la paix à l'Est. Et nous n'allons pas tolérer que les Rwandais rentrent encore au Congo. Même l'Ouganda qui est rentré au Congo avec l'autorisation de la RDC, il n'y a pas un accord clair qui est soumis au Parlement et donc nous avons la peur, nous ne savons pas comment est régie ces opérations conjointes avec l'Ouganda. Attendons voir l'aboutissement de cette question écrite adressée au Premier ministre dans les jours qui viennent. Voilà, nous avons suivi Gratien de Saint-Nicolas Irachan. Un commentaire. Oui, merci. Le député national Gratien a totalement raison. Il a totalement raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos amis de l'Union dite sacrée nous disent qu'il y a des avancées. Ils se félicitent des avancées, entre guillemets, de cet état de siège. Parce que moi, comme analyste politique et cadre de Nouvelle Élan, nous ne savons pas encore lire les signes des avancées de cet état de siège. Les multiples arrestations des rebelles. Mais non, tout ça, rien, tout ça ne veut dire rien. Regarde si nous sommes sérieux avec nous-mêmes.
analysons les propos de M. Kagame. Vous verrez que Kagame, dans ses propos, il envisage déjà à l'ombre de se préparer parce qu'il a dit clair que l'état de siège ne donne pas encore ses fruits. C'est pourquoi ces frontières sont encore menacées du fait que le Congo, il y a encore l'insécurité. Et il est allé plus loin pour dire, c'est comme s'il y a de business autour de cette affaire de l'insécurité à l'Est. Justement, s'il y a du business, c'est lui le grand businessman. Justement, mais quand lui prend le courage de dénoncer... Et vous ne sentez pas qu'il craint, peut-être il voit les avancées, que ça risque de mettre fin à ses business, alors il faut rebondir pour vendre de l'incertitude auprès des Congolais. Ici, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas le Rwanda et la RDC. Mais le Rwanda a peur d'une chose. Les Rwandais se regardent en chien de faïence avec l'Ouganda. Et que le militaire ougandais, l'armée ougandaise, opérant en RDC, frustre Kagame. Vous voyez? Or, les dangers, s'il fallait réfléchir comme M. Chilombo, que voilà, nous devons composer avec les amis de la sous-région en termes d'armée, mais pourquoi on a exclu le Rwanda? Parce que le Rwanda et l'Ouganda, ce sont nos deux adversaires traditionnels. Je veux dire parce qu'ils convoitent nos terres. Vous voyez, ils convoitent nos terres. Mais regarde maintenant, les deux là se battent. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, ils se sont... ils ont ouvert les frontières qui ont été entre restées. l'Ouganda et le Rwanda. Vous voyez, mais Kagame essaie d'anticiper. Il évoque deux choses. Il a dit que voilà l'insécurité. Vous allez continuer. Vous ne trouvez pas que ça cache quelque chose? Parce que il réagit contre la République démocratique du Congo, mais en même temps, pendant que les forces sont coalisées entre l'Ouganda et la RDC, il crée une bonne relation avec l'Ouganda pour ouvrir les frontières. Non, ici, qu'est-ce qu'il s'agit? Ici, il s'agit de... Je venais de le dire ici. L'Ouganda et le Rwanda convoitent nos terres. Ouais. C'est ça le combat. Ils convoitent nos terres. Mais regarde ce qui est encore plus étonnant. L'armée ougandaise se bat à côté des FARDC. Les termes, les clauses, les contrats signés entre l'Ouganda et la RDC, vous avez vu que Irachan l'a relevé que au niveau de l'Assemblée nationale, ils n'ont jamais été saisis. Ils ne savent même pas les dessous des cartes de cette coalition entre les forces ougandaises et congolaises. Vous voyez? Mais moi, maintenant, ici, je réfléchis. Je me dis, l'état de siège, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne donne pas encore ses fruits. Alors, vous, le gouvernement en place par M. Chilombo a choisi de définir une politique de collaboration avec le pays de la sous-région. Voyez-vous, entre autres, l'Ouganda et le Rwanda. Mais ici maintenant, quand vous faites appel à l'Ouganda, pourquoi M. Chilombo n'a pas encore fait appel, n'a pas pu faire appel aux Rwandais? Vous voyez, normalement, la situation de l'Est préoccupe le RDC, l'Ouganda et le Rwanda. Mais par souci de rétablir la sécurité à l'Est, voilà, dans la logique de M. Chilombo, il ne devait pas exclure le Rwanda. Mais vous l'avez beaucoup taxé de coopérer avec l'ennemi juré des Congolais. Moi, je suis encore en train d'analyser ces faits. Il a tenté avec la coalition entre les forces de police, mais vous savez ce que ça crée. Ici, il y a un problème. Je vous ai dit que les deux pays convoitent nos terres. Comment voulez-vous, l'administration béton va aller signer des accords militaires et commerciaux avec les mêmes pays qui convoitent nos terres? Oui, c'est là où je devais citer. Parce que là, j'étais en train d'analyser les faits. C'est la diplomatie. Non, quand vous dites c'est la diplomatie, moi je dis, même nos amis de l'Union dite sacrée les disent que voilà diplomatie agissante. Mais moi j'ai réfléchi. Fachi, diplomatie agissante. Mais aujourd'hui la RDC est menacée dans sa partie Est. Mais voilà, nous sommes frappés de l'embargo.
Nous ne savons pas acheter des armes. Mais en même temps, nous sommes menacés. C'est une situation qui date de longtemps. Oui, c'est une situation qui date de longtemps. Mais aujourd'hui, avec la diplomatie agissante de M. Tshilombo... Ça peut être l'une des raisons de la coalition des deux armées. Non, attention. Les deux pays ne sont pas frappés de l'embargo. Non, la RDC est frappée. Justement, RDC est frappée. En incapacité d'avoir des armes ici, lourdes. Je suis dans le volet diplomatique. La RDC aujourd'hui est sous l'embargo. Elle ne peut pas acheter des armes. Voilà, on a fait en sorte que la RDC, mon pays, soit à genoux. Impuissante. Oui, je vous dis 1+4. Mais au nom de la diplomatie agissante, M. Tshilombo, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'aujourd'hui, nous ayons que cette mesure soit même allégée, que la RDC aujourd'hui ait le moyen matériel et l'opportunité ou l'autorisation d'acheter des armes lourdes. Vous voyez? Et donc, là, moi, je ne vois même pas la diplomatie agissante. Et quand même, il faut parler de la diplomatie agissante. Mon cher ami, dans la relation internationale, quand vous allez négocier, on va négocier en rapport de force. On va toujours négocier en rapport de force. Mais dites-moi aujourd'hui, est-ce que la RDC, quand il part négocier, il négocie en rapport de force? Est-ce qu'il va négocier en influant? Ou il va subir les influences des autres? Heureusement, nous ne sommes pas là. Voilà. Quand il négocie. Voilà. C'est pourquoi, non, même si nous ne siégeons pas là où il y a toutes ces négociations, mais les retombées et les conclusions, les rapports même de toutes ces négociations doivent nous mettre d'accord que voilà, M. Tshilombo se bat bec et ongle pour qu'il puisse réussir. Comment donc la levée de toutes ces sanctions? Voilà là où se trouve mon questionnement. Comment cette guerre a fait déjà plus de 25 ans que nous la vivons? C'est la toute première fois que je vois de telles réactions de la part des Kagame. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose il y a anguille sous roche? Non, il y a ceci. Kagame, aujourd'hui, n'a pas peur. Mais Kagame, justement, a peur de ses intérêts. Parce qu'il a parlé que la RDC a récupéré les M23 qui sont chez lui. Pourtant, des années et des années, ils sont là-bas. Je vous dis, ici, avec le régime en place, quand il est allé conclure des accords avec l'Ouganda et le Rwanda, vous voyez, ils n'ont pas pu remonter, donc voilà, faire un petit schéma, comme quoi nous avons les Codeco, branches d'armée, ils proviennent d'où, ils sont alimentés où. Nous avons les M23, parce que quand vous dites les déjà FPIC, les M23, voilà, les M23, c'est un groupe armé, rwandaise. Vous voyez, quand vous prenez les ADF, ce sont des Ougandais. Voyez-vous? Et donc, tous ces groupes armés-là, ils sont alimentés par le pays, leur pays respectifs. Vous voyez? Parce qu'ils savent qu'en RDC, il y a l'absence totale de l'État. On vient, on pille, le matin, le soir, on répare. C'est comme ça que ça se passe même avec l'état de siège. Vous récupérez 10 villages. Vous ne laissez aucun dispositif sécuritaire. Vous partez. 3 jours après, le même ADF et le même M23 revient encore. Il pille, il tue, il répare. Voilà un peu l'état de siège qu'on nous a donné, Madame Tshilombo. Voilà, comme nous parlons de l'état des sièges, de l'autre côté de l'Ituri, demander au gouverneur militaire de démissionner, c'est un alibi pour les tireurs de ficelles, manipulateurs de la population et les ennemis de la paix. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le professeur Pascal Ndundanga Cavarios au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 8 février. Suivez cet élément. La paix en Ituri passe par la prise de conscience et l'unité des filles et fils de la province. Demander la démission du gouverneur militaire au stade actuel, c'est la pure distraction. Déclaration du professeur Pascal Ndundanga Cavarios fait devant la presse. Ceci après le massacre de déplacés du site Plaine Savo dans la nuit du 1er au 2 février 2022 en territoire d'Indjougou. Analysons aussi la responsabilité iturienne dans ces atrocités. C'est au-delà de l'imaginaire. Allez massacrer vos frères et sœurs ituriens, sa défense. Sachons-le une fois pour toutes que le militaire envoyé pour une opération ne démissionne pas comme les autorités civiles. Ils peuvent être relevés
par la hiérarchie, se replier stratégiquement et s'assumer pour le sacrifice suprême pour la nation. Le notable cadre scientifique appelle les groupes armés réfractaires à adhérer au programme PDDRCS qui sera bientôt lancé dans cette partie de l'Ituri. C'est dans cette perspective que nous leur demandons avec insistance d'approcher le PDDRCS qui demeure la table offerte par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Le collectif de femmes leaders de l'Ituri soutiennent cette prise de position. Nous dénonçons le traitement inhumain d'appuyer effectivement l'état de siège à moyens humains, logistiques, financiers, matériels pour l'atteinte de l'objectif assigné qui est la paix, rien que la paix. Signalons que cette zone demeure sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo. On demande la démission du gouverneur militaire. Pourtant, disons-le, il y a quand même des avancées, même si ce n'est pas encore à grande échelle, mais nous voyons quelques avancées. Qu'est-ce qui se trame derrière les attaques contre les responsables militaires dans ces provinces sous état de siège? Mais c'est justement le manque de performance. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'avancée. Vous pouvez comprendre que nous sommes dans un état de siège et que dans un camp de réfugiés, un certain matin, il y a un groupe de gens sortis, je ne sais pas moi, de la forêt ou où, ils viennent, ils le tuent à 60 personnes. Et ils repartent. L'armée vient après. Mais c'est quel théâtre? Moi, je propose toujours à ces gouvernements que voilà, vous récupérez 2 villages, vous déposez dans chaque village 100 militaires. Parce qu'avec l'état de siège, la présence militaire est omniprésente. Vous ne pouvez pas faire 2 mètres sans que vous vous rencontrez avec un militaire. Mais selon la Convention internationale sur la manière de faire les guerres, il y a des sites protégés qu'on ne peut pas attaquer. Vous ne trouvez pas que c'est parce que c'est un site, les FARDC peuvent se dire ici c'est inattaquable, ils ont placé priorité ailleurs et l'ennemi a profité dans cette distraction pour attaquer. Non, moi je ne vois pas dans ça. Les camps des réfugiés, les écoles, les églises, oui, les mais moi je ne vois pas ça dans ce sens. Et surtout que nous sommes dans un état de siège où la population doit être sécurisée à tout prix. Et donc, les écoles, les hôpitaux doivent être sous la sécurité de nos forces armées. Même nos villages. Comment vous pouvez comprendre? Moi, je me pose toujours cette question. Nos FARDC ne rentrent-ils pas dans ces forêts-là, là où ils aillent se cacher les M23, les rebelles et les égorgeurs et tout ça là? Pourquoi? Parce que quand ils viennent, ils pillent, ils tuent. Et ils repartent. Quand ils repartent, c'est pour se réfugier dans des forêts. Mais moi, je me demande maintenant, pourquoi il n'y a pas ratissage jusqu'au niveau de nos forêts? Le problème, c'est que c'est une guerre asymétrique, vous l'avez toujours entendu. Voilà pourquoi les tueurs se déguisent en population. Voilà pourquoi je vous dis c'est difficile de les séparer de la population. Pourquoi je vous dis que nous n'avons pas une diplomatie agissante. À une guerre asymétrique, il faut des spécialistes des antiterroristes. Et comme en RDC, nous n'avons pas de spécialistes dans cette guerre, voilà, il faut aller secourir, il faut aller plutôt demander l'aide dans des pays partenaires. J'ai vu le chef de l'État qui a demandé le secours des États-Unis. Non, mon cher ami, quel secours des États-Unis? Mais ici, on nous a fait voir qu'il y a eu un bataillon, il y a 6 mois ou 7 mois passés, un bataillon de Marines qui ont été ici. Ils sont passés où? Ils étaient venus pour une mission spécifique et puis la mission était terminée. Ils sont rentrés faire rapport. Non, mon cher. Ils étaient venus comme quoi il faut aller préserver, protéger nos parcs. Alors que les vies humaines sont à péril à gauche, mais à droite, on nous dit que voilà, les Marines ont quitté les États-Unis pour venir sécuriser une parc. Et c'est vrai, avec les attaques terroristes, même les États-Unis, la plus grande puissance militaire, n'en maîtrise toujours pas. Ici, avant de maîtriser, vous devez d'abord, ou nous devons d'abord avoir des avancées. Voilà, il y a eu des attaques chaque fois, mais maintenant, nous commençons à avoir des attaques un peu... Et par 3 mois, vous avez une attaque, des choses comme ça. Vous voyez,
Pourquoi? Parce que même l'ennemi a compris qu'il y a une forte présence militaire. Vous voyez, c'est comme ça que l'État doit sécuriser ses peuples. Et à défaut même des spécialistes en guerre en symétrie, voilà, allez même en Israël, allez même en Égypte. Oui, donc avec le pays ami, sollicitez l'aide. Voilà. Mais vous ne pouvez pas aller solliciter l'aide de ceux-là même qui convoitent nos terres. C'est parce que ce sont les voisins concernés aussi par cette aujourd'hui, déstabilisation. L'Ouganda a été condamné à la Cour internationale. Justement, c'est là où on veut en venir. C'est là où on veut en venir déjà. Pourquoi l'Ouganda a été condamné? C'est là où on veut en venir. Je vous demande déjà de prendre ces reportages avant que nous abordions le sujet. Il s'agit bel et bien de la condamnation de l'Ouganda par la Cour internationale de justice. Prenons ces reportages. Les faits se sont déroulés entre lundi 5 juin et samedi 10 juin l'an 2000. Ce jour-là, la ville de Kisangani, chef-lieu de la province orientale, actuelle province de la Chopo, se réveille sous les coups des obus, chiffrés entre 7 000 et 10 000 pendant ces 6 jours. C'est la deuxième guerre, mais la plus sanglante après celle du mois d'août 1999 et le 5 mai 2000, opposant l'armée patriotique rwandaise à l'armée ougandaise UPDF sur le sol de la République démocratique du Congo. La cause de ces affrontements, c'est d'avoir à tout prix le contrôle sur les richesses minières de cette région de la RDC. Selon le groupe Justice et Libération, une association des droits de l'homme de Kisangani, ces hostilités causèrent environ 1000 morts et au moins 3000 blessés parmi la population civile, sans compter les cas de viols. Un grand nombre des bâtiments, dont les habitations, résidences, hôpitaux, lieux de culte, la centrale hydroélectrique de la Chopo ont été détruits et ou endommagés. Bana nyonso bakenda bamuna ibitasika bana bakenda te mama nangai na chikala bebo ye kasi aranya ufuni kasi aranya kutembea na mimi nao wakwatani batoto wangu banakata mashingo biso tobota makabo ye biso tozali bato o ba violaki biso tango na bitumba wana. Ceci est une collection documentaire réalisée par le Congolais Dieudonné Amadi dans Maman Colonel en 2017 et En route pour les milliards en 2021 qui démontre les victimes de cette guerre braver des milliers de kilomètres pour réclamer justice à Kinshasa. La victoire du président Félix Tshisekedi a été annoncée. On voit ces victimes qui sont contentes, qui espèrent, mais depuis, il n'y a aucun geste. Il y a eu un geste. Il y a eu un geste l'année dernière et c'est un fait qui a été salué un peu par énormément d'observateurs. En fait, le ministre des Droits humains a été dépêché par le gouvernement à Kisangani avec une forte somme d'argent. Ce qu'on déplore finalement, c'est le fait que la distribution a été mal faite. Appelée guerre des 6 jours, car s'étant déroulée en même date et pour la même durée que celle vécue en 1967 entre Israël et la Ligue arabe, la RDC a servi du champ de bataille, ne laissant que de poussière et l'irréparable, même si 21 ans plus tard, la Cour internationale de justice vient de rendre son verdict en faveur de la République démocratique du Congo, qui demandait réparation sur d'abord 25 milliards, puis 13 milliards de dollars américains réclamés par Kinshasa à l'Ouganda pour réparation. Seuls 325 millions de dollars seront sont dus, tels que contenus dans 114 pages de l'arrêt de cette juridiction internationale. Voilà, nous étions déjà dans la question avant même le reportage. Il dit tout. Très bien, mon frère. Ici, moi, je ne dis pas victoire dans le volet politique. Dans le volet de droit, la RDC a gagné. Mais dans le volet politique, la RDC a perdu.
La RDC a perdu par manque. Tout simplement, elle n'a pas documenté ces événements. Vous voyez? Et que la Cour ne s'est basée que sur le rapport mapping. Vous voyez? C'est sur le rapport mapping que la Cour a basé ses conclusions. Vous voyez? Mais qu'est-ce que moi j'ai dit? Quand deux pays étrangers se battent sur une terre, sur notre terre, c'est-à-dire il y a occupation. Vous voyez? Et qu'aujourd'hui, l'administration Tshilombo ne pouvait pas aller conclure encore des accords avec ces deux pays agresseurs. Vous voyez? C'est là où tout est biaisé. Mais c'était une nécessité. Non, ce n'était pas une nécessité. Parce que l'Ouganda s'est senti aussi attaqué. Vous avez vu, il y a eu attentat chez lui. Non, ils se sont fait sauter des bombes eux-mêmes. Nous sommes dans un terrain politique, mon cher ami. Ils se sont fait sauter des bombes artisanales que eux-mêmes ont fait. C'est un terrain politique, mon cher. Et qu'ici, il y a eu déjà un précédent entre l'Ouganda et la RDC. Entre la RDC et le Rwanda. Mais voilà que ces deux agresseurs d'hier, aujourd'hui, sont les meilleurs alliés de ces régimes. C'est là où moi je décris la faiblesse, l'inefficacité de ces régimes. Vous voyez? Or, s'il y avait bras de fer entre les deux pays que je venais de citer, la Cour pouvait peut-être aller même plus loin. Mais les 325 millions condamnés à l'Ouganda à payer à la RDC, mais c'est insignifiant, c'est une insulte. C'est une insulte, mon cher. Des pertes de vie en vies humaines. Non. Nous ne pouvions pas nous en féliciter. Quelque part, moi je dis, nous devons être interpellés consciencieusement. Vous voyez, il y a nos mamans, nous avons perdu nos mamans, nos enfants, nos oncles. Des familles entières parties comme ça. Parce qu'il y a des étrangers qui viennent se battre sur notre terre. Et à côté de ça, M. Tshilombo va balayer ça d'un revers de la main et les approcher pour dire, voilà, on est des frères. Mais il faudrait revenir peut-être aux faits. Pourquoi, en ce temps-là, la République démocratique du Congo n'a pas pu fournir les éléments adéquats pour que les milliards réclamés puissent revenir à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui a cloché? Vous savez, notre pays aujourd'hui souffre d'un problème, celui de l'organisation. L'État n'est pas organisé. Vous voyez, quand on accède au pouvoir, on ne sait même pas réorganiser. Mais voilà qu'eux, ils crient toujours, voilà, vous étiez là 18 ans passés, qu'est-ce que vous avez fait? Non, on ne doit pas réfléchir dans ce sens. On ne doit pas gérer ce pays dans ce sens. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes de la résistance. Nous analysons des choses. Nous voyons les failles de ces régimes. Mais une fois accédé au pouvoir, nous n'avons plus droit à fustiger ces régimes. Voilà, vous, qu'est-ce que vous aviez déjà fait? Voilà, qu'est-ce que vous aviez fait pendant que vous étiez là? Non. Ici, nous parlons République. Nous parlons État, nous parlons nation. Et que quand les intérêts de la nation de mon pays, la RDC, est menacé, eh bien, c'est toute la classe politique. Et que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Tous nous devons voir dans le même angle. Vous voyez? Mais ici, quand nous critiquons le régime, l'administration Tshilombo, voilà, on nous traite des bandouki. Parce que je vais vous dire, quand vous avez les ADF... Rapidement. Hein? Oui, rapidement. Nous avons des ADF ici qui sont alimentés par l'Ouganda. Vous avez les M23 ici qui sont alimentés par le Rwanda. Parce que au lendemain de l'attaque des M23, en pleine contre-attaque de la FARDC, en tête le colonel général Constant Ndima, là, je le cite, reportage officiel. Il dit, nous sommes en train de suivre les M23, les ennemis de la République des Rwandais. Ça, c'est le propos du gouverneur militaire. Mais ici, on nous dit que Kagame, c'est notre frère. On nous dit que les Ougandais, c'est notre frère. Et d'ailleurs, nous devons mutualiser. C'est pas l'armée rwandaise, c'est pas l'armée officielle qui se retrouve dans les M23. Non, mais c'est connu de tout le monde que les M23, ce sont des Rwandais. Les ADF, ce sont des Ougandais. Ce n'est pas un secret. C'est mixte, il y a aussi des Congolais dedans. Non. Dans les M23. Il n'y a pas de Congolais dedans, je vous dis.
Quel est ce Congolais qui peut aujourd'hui prendre un couteau, tuer son propre Congolais, son propre frère congolais? Nous avons vu des Roger Lumba là, et les autres. Non, non, je vous dis, mon cher. Je vous dis non. Ici, vais vous dire quoi. Moi, je propose chaque fois. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC ne peut pas construire un mur séparant la RDC, l'Ouganda et le Rwanda? Cette politique des murs n'existe plus. Non, écoute, vous allez dire qu'aujourd'hui, il y a mondialisation, nous devons vivre... Voilà, c'est un village planétaire. Voilà. Un village planétaire, on prend beaucoup plus l'interactivité. Non, quand il y a respect mutuel, quand il y a respect mutuel au niveau international. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, nos frontières, mais ce ne sont pas sécurisées. Est-ce que construire le mur sera une solution? Parce que le mur, on peut aussi escalader. Non. Ce n'est pas un mur comme le mur parcellaire. Non. C'est un mur à la hauteur comme le muraille de Chine. Le mur qu'avait construit Hitler, séparant les deux Allemands, qui pouvait les c'est encore le budget. Ça sera un budget. Mais moi, l'autorité morale de mon parti avait proposé qu'il y ait guerre. Mais il avait dit, la guerre va demander beaucoup. Il faudrait que nous ayons beaucoup d'argent pour faire la guerre avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais moi, Claude Ngoma, je propose un moyen qui n'est pas coûteux. La construction d'un mur. Oui. Et que pendant le chantier, tu es Congolais, tu restes au Rwanda, retourne au Congo. Tu es Congolais, tu es Ougandais, et Ougandais, Rwandais, tu restes au Congo, retournez chez toi. Proposition de Claude Ngoma. Oui. Alors, parce que 22 ans, nous ne pouvions pas continuer à pleurer des morts. Voire même Tshisekedi d'ici va terminer son mandat, cette histoire-là, il va c'est vrai que le taux de tuerie a quand même baissé, hein, non, il faut non, le non, dire, il faut le soulever. Parce que nous avons fait, dans 3 ans, on a répertorié 500, c'est pas comme avant. Non, je vais vous dire, avant l'état de siège, nous avons combien de groupes armés? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'armée et le porte-parole de l'armée ne nous dit pas clair que voilà, avant l'état de siège, nous comptions 42 groupes armés et aujourd'hui, nous en sommes à 105 groupes armés. Ils ne sont plus identifiables. Ils ne sont plus identifiables. Ils sont dans cavale et ils se dissimulent dans la population. Mais non, ils sont à cavale comment? Et les M23, ce sont des groupes armés. Les M23, ce sont des groupes armés. Et quand vous attendez, il y a d'autres mêmes groupes, il y a d'autres groupes armés qui ne sont qu'au nombre de 10. Ils n'ont plus des bastions fixes. Non. Ils sont en train d'errer ça et là. Mais s'ils sont en train d'errer. Les bastions ont été délogés par les forces armées de la République. Si aujourd'hui ils sont en débandade, ils sont en cavale, ok? Où est le service militaire dans renseignement? Justement, c'est voilà. progressif. Attends, j'arrive, non? C'est progressif. On ne peut pas terminer une guerre de 25 ans dans 8 mois. Parce que jusque-là, moi, je ne dis pas que cela soit même réglé dans les 5 ans de M. Tshilombo. Je ne dis pas ça. C'est trop lui demander. Je ne lui dis pas ça. Mais tout ce que nous, Congolais, nous voulons, qu'il y ait des avancées. Qu'il n'y ait plus de morts. Et les avancées, il y a... Les avancées, il n'y en a pas des avancées. Il y a des territoires qui sont récupérés au jour le jour. Mon cher, quand vous parlez des territoires ou des villages à récupérer, mais dites-nous, combien de groupes armés vous avez éradiqués? Ils ne sont plus identifiables, c'est ça le problème. Mais s'ils ne sont plus identifiables, ok? Moi, Claude Ngoma, je pose la question aux forces des armées. Le renseignement militaire, l'ANR, qu'est-ce qu'ils font là-bas à l'Est? Mais c'est pour cela qu'ils mettent la main sur certains coopérants de ces groupes armés, comme l'autre dernièrement, vous avez vu, qui ravitaille les groupes armés avec les médicaments dissimulés dans des bidons. Mon cher ami, ici, nous souffrons d'un sérieux problème. L'Assemblée nationale, avec citoyen Bosso, ils ont des rapports où on a cité même des gens, des députés, des généraux, qui alimentent cette guerre, mais qui sont à Kinshasa. Mais jamais M. Mbosso les a cités. Nous espérons il les a tout demandé, chers collègues, quitter les groupes armés. Nous attendons mais alors qu'il y a beaucoup de rapports que dans ce sens. 4 matins, le rapport sera mis à la place publique. Le Congo, c'est une question de la volonté politique. Si une fois ils exploitent tous ces rapports qui gisent dans leurs bureaux, vous verrez qu'il y aura des interpellations en cascade. Voilà, mais par défaut, par manque de traiter tous ces rapports, d'étudier tous ces rapports, voire même les rapports mapping que nous n'avons pas élaborés.
Les Occidentaux eux-mêmes ont élaboré le rapport mapping. Mais ce gouvernement ici et l'Assemblée nationale, vous les avez vus étudier ces rapports? C'est une question de procédure. On ne va pas s'éterniser sur la question. On ne peut pas aussi se quitter sans parler de cette affaire de l'inhumation des électrocutés du marché Matadi Kibala, dont je demande à la réalisation de nous balancer ce qu'a été les obsèques avant de nous quitter. Oui, je disais, la réalisation peut nous aider avec le reportage sur l'inhumation des 26 corps des électrocutés au marché Matadi Kibala. C'était le vendredi passé. Si le reportage est prêt, on peut le balancer. Ils ne verront plus la suite des vies de leurs familles respectives. Les victimes du drame du marché Matadi Kibala ont été inhumées ce vendredi, peu avant le départ pour le cimetière. Le cercueil de 26 personnes décédées il y a peu dans la commune de Mongafula ont été exposés au stade de Vélodrome de Kitambo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a fait le déplacement du lieu pour rendre le dernier hommage aux 24 femmes et des hommes vendeurs au marché de Matadi Kibala décédés par électrocution il y a plus d'une semaine. Dans son oraison funèbre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jatiningo Bilambaka, a salué la mémoire de ceux qui se sont battus pour la survie de leur famille et a promis l'éradication de tout le marché pirate sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Très touchés par la disparition brutale de leurs êtres chers, quelques membres de famille des illustres disparus n'ont pas caché leur amertume. Assistance mutuelle, financière, matérielle, où il y a personne à battre, il y a Sima, où tout le monde a mis vraiment ma tombe et ami. Mais le problème en est que, biso batonimi de Sadisouana, a pesé en pour la biso, bitumbage, tombé dans la tête de la famille. Mais bon, biso to yeko kunda leki ya biso akufi na événement où les cas qui binomo soboyebi na Matadi Kibala wana. Na remercie kaka gouvernement ne ba sungi biso na cérémonie no seleki awa. Mais bon, le reste nzambe kaka yemo mutaye bien. Pour rappel, 26 personnes étaient mortes le 2 février dernier au marché Matadi Kibala de suite d'une coupure des câbles de haute tension tombés en plein marché, inondés d'eau de la pluie. Un drame qui avait fait réagir l'opinion congolaise. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait le déplacement du lieu de l'événement et avait instruit le gouvernement central à prendre des dispositions pour délocaliser ce marché afin d'éviter d'autres drames dans l'avenir, chose qui n'est pas encore exécutée. Selon certaines sources, les vendeurs du marché Matadi Kibala s'opposent à la délocalisation de leur endroit du travail vers Mitendi. Ils peuvent désormais reposer en paix. Claude Ngoma, vous avez 1 minute pour faire un commentaire et puis nous allons nous quitter. Vraiment, paix à leurs âmes. Mais sauf que nous avons perdu des Congolais, mais leurs responsabilités ne sont pas établies. Qui est responsable de tous ces morts? Personne. Mais le gouvernement prend le luxe de prendre en charge les obsèques. Et j'ai ouï dire qu'ils ont prévu une enveloppe à la hauteur de $5 000 à chaque famille qui ont perdu le leur. J'ai dit, ce n'est pas comme ça qu'on gère une nation. C'est pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait des responsabilités, que ce soit établi. De la part de la SNEL, premièrement, par manque d'entretien. Et deuxièmement, de la part de M. Ngobila, qui est le gouverneur de la ville, par sa négligence.
J'aurais appris que les démarches étaient déjà avancées pour délocaliser ce marché, mais il y a eu des couacs, des barricades au niveau de la structure. L'État, mon cher ami, l'État, si une et fois le problème il prend se trouve une devant la décision, justice depuis, avant même le drame. Je vous dis que l'État, s'il prend une décision, ça reste imposable à tous. L'État peut venir ici, il peut vous délocaliser d'ici pour les besoins, pour un besoin de commun général, d'intérêt général. C'est ça l'État. Donc, M. Ngobila a failli dans sa mission. Il a failli. Donc, nous ne pouvions pas perdre ses âmes, ses vies humaines. Mais voilà aujourd'hui, par manque de leadership soutenu au sommet de la ville-province de Kinshasa, nous comptons aujourd'hui 26 de nos amis, de nos familles, de nos sœurs, de nos oncles qui nous ont laissés involontairement parce qu'ils sont allés chercher le pain pour faire manger la famille. Merci à Claude Ngoma pour avoir été des nôtres, nous accompagner tout au long de ces 60 minutes. Vous avez été nombreux branchés devant vos postes téléviseurs en ce moment pour suivre cette ronde des actualités de la semaine. Madame, Messieurs, bonne suite de programme sur votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme.